Avez-vous déjà été plongé dans un sommeil agité, traversant un rêve où vous vous retrouvez au cœur d'un lieu animé, une place de marché grouillante, une salle d'école bondée, et soudain, une révélation vous glace. Vos pieds sont nus? Pire, peu. Vous êtes-vous vu enveloppé d'un pyjama ridicule ou, dans l'extrême, dépouillé de tout vêtement? Ce moment de lucidité déclenche une tempête intérieure, une oppression soudaine qui vous serre le cœur, comme si l'humiliation pouvait vous avaler tout entier. Pour ma part, un souvenir précis me revient. Une nuit où, perdu dans une foire bruyante, j'ai pris conscience de ma nudité imaginaire, mon pouls s'accélérant comme face à un danger imminent. Cette frayeur était si vive que, souvent, je m'éveillais en sursaut, mon esprit incapable de distinguer cette gêne fictive d'une chute brutale ou d'une menace réelle. Ces visions appartiennent aujourd'hui à une époque révolue. Dans mon jeune âge, avant mes 6 ans, elles hantaient mes nuits avec une régularité troublante. Mais elles se sont estompées avec le temps. Sans prétendre maîtriser l'art de décrypter les songes, une pratique que certains remettent en question, je trouve intriguant qu'elles aient marqué cette période spécifique. À cet instant de la vie, nous, les enfants, baignons dans une liberté instinctive. Courir sans habit sur une plage ensoleillée, crier à plein poumon dans les allées d'un magasin, trébucher et pleurer sans raison valable, tout cela nous semblait naturel, une danse innocente avec le monde. Nous étions, sans en avoir conscience, dans un état de vulnérabilité assumée, indifférent au jugement extérieur. Mais cette légèreté s'érode avec les années, on nous guide vers un apprentissage implicite, les usages à respecter, les comportements à favoriser ou à proscrire. On nous force à l'acquisition d'une langue étrangère où la bienséance forme notre lexique de base et la manière de s'exprimer notre syntaxe avec ses irrégularités déroutantes. Pourtant, le plus ardu à saisir reste cette règle tacite, l'œil des autres. Avec le temps, cette prise de conscience s'amplifie. Nous commençons à jauger chaque mouvement, chaque mot prononcé, chaque inflexion de voix. Peu à peu, nous nous fondons dans le cadre social. Nous repérons les écarts, les singularités marquées, et nous nous en amusons pour ne pas devenir la cible. Porter un jugement devient un réflexe. Signaler ce qui sort du lot, une seconde nature. Cette appréhension s'installe insidieusement, se manifestant à l'école quand on hésite à intervenir, dans un bus quand on retient une pensée. Chaque retenue renforce cette crainte. Adieu les plages sans entrave, les éclats spontanés dans les boutiques. La peur d'être tourné en dérision nous enserre, transformant notre spontanéité en une coquille fragile. Ce glissement de l'enfance à l'âge adulte n'est pas une simple évolution. C'est une initiation à une société qui nous enseigne à redouter notre propre authenticité. Ces visions nocturnes, jadis simples reflets de notre âme libre, deviennent des échos d'une bataille intérieure, où les premières chaînes sociales commencent à se forger. La spontanéité de l'enfance s'efface doucement, cédant la place à une vigilance qui colore nos jours. En grandissant, nous absorbons des leçons muettes. Comment se tenir droit, quelles paroles choisir et surtout, comment éviter de se distinguer. Ce changement, bien que discret, laisse une empreinte durable. Les conventions sociales, ces fils invisibles, se tissent autour de nous comme une seconde peau. Nous apprenons à avancer sur un sentier étroit, oscillant entre acceptation et marginalité, le regard d'autrui devenant notre phare. Cette syntaxe sociale, comme je l'ai évoqué, guide nos pas. Un mouvement gauche, une tenue audacieuse, une phrase maladroite, et le risque plane, tapis dans l'ombre. Henry Bergson, dans Le Rire, offre une lumière sur ce mécanisme. Pour lui, le rire transcende le simple amusement, c'est un levier social, un rappel voilé des attentes collectives. Quand un condisciple donne une réponse décalée, quand quelqu'un trébuche ou arbore un style exubérant, des éclats de rire fusent. Cela peut sembler futile, mais chaque son laisse une marque. Selon Bergson, ce rire corrige avec une douceur trompeuse, redessinant les contours de la norme. Il ne s'adresse pas qu'à la personne visée. Il interpelle tous les témoins, leur enseignant où se situe la démarcation entre l'ordinaire et l'absurde. Sans brutalité ouverte, il porte une sévérité silencieuse, un poids commun qui nous incite à rester alignés.
Cette idée m'a ramené à une scène mémorable de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Le professeur Lupin dévoile une épouvante, une entité qui prend la forme de notre terreur la plus profonde. Pour la dissiper, il suffit de l'imaginer sous un jour burlesque, un sortilège ridiculisé métamorphose un spectre en grand-mère, en tablier ou une araignée en patineuse. Le rire éclate, chassant la peur. Cette leçon enchantée semble universelle. Se moquer de ses angoisses peut les désarmer. Mais dans notre réalité, ce rire n'est pas toujours bienveillant. Il peut autant bâtir qu'anéantir. Chez Bergson, il devient une sanction sociale, un miroir tendu pour nous rappeler notre place. Cette dualité, le rire comme libération et comme entrave, marque le début de notre lutte contre le poids des yeux extérieurs. Avec l'âge, nous devenons des gardiens de ces règles implicites. Nous scrutons les écarts, les personnalités singulières, et nous nous en amusons pour ne pas être la cible. Juger devient une seconde nature, pointer ce qui dévie un réflexe. Cette inquiétude s'installe progressivement, se manifestant à l'école quand on hésite à prendre la parole, dans un transport quand on retient une pensée. Chaque silence imposé renforce cette chaîne. Les plages sans entrave, les éclats dans les magasins s'évanouissent, la crainte d'être raillé nous lie, transformant notre franchise en une armure précaire. Ce passage de l'insouciance à la retenue n'est pas qu'une maturation. C'est une initiation à un monde qui nous apprend à craindre notre propre singularité. Ces liens sociaux, forgés par le rire et le regard, nous préparent à une bataille intérieure, où la peur du ridicule devient notre ombre fidèle. Le rire, avec sa puissance ambivalente, prend une teinte sombre lorsqu'on l'observe à travers le prisme de l'homme qui rit de Victor Hugo. Le personnage de Gwynplaine, marqué dès l'enfance par une mutilation faciale, porte un sourire figé et grotesque, une malédiction qui le définit. Peu importe ses émotions, chagrin, indignation ou espoir, son visage trahit une hilarité involontaire. Pour lui, l'absurde n'est pas une éventualité à redouter, c'est une sentence irrévocable. Où qu'il se tourne, quoi qu'il exprime, des rires l'accompagnent, lui dérobant toute gravité. Ce destin culmine dans un moment poignant. Face aux nobles d'Angleterre, il livre un plaidoyer enflammé pour les opprimés, tissant des images puissantes et des envolées lyriques. La réponse? Une explosion de moquerie. En tant que lecteur, on ressent une révolte sourde. Gwynplaine, malgré son éloquence, reste enchaîné à cette épreuve sociale. Cette vision du rire comme un instrument de punition résonne avec une cruauté subtile. Hugo nous montre qu'il ne s'agit pas seulement d'un amusement passager. C'est une barrière qui redéfinit les limites de l'acceptable. Gwynplaine, prisonnier de son apparence, incarne une exclusion permanente, où chaque éclat de rire renforce une frontière invisible. Cette démarcation entre normes et déviance n'est pas seulement imposée à celui qui subit, elle s'adresse à tous les spectateurs. Chacun comprend sans mots qu'il existe une ligne à ne pas franchir, un territoire où le ridicule règne en maître. Ce regard collectif, lourd et silencieux, exerce une pression qui façonne nos comportements, nous incitant à rester du côté sécurisé de cette frontière. Cette idée trouve un écho dans notre quotidien. Nous avons tous été témoins de ces instants où un camarade trébuche verbalement, où un geste malhabile, ou une tenue audacieuse déclenche des rires. Ces moments, bien qu'ils paraissent anodins, laissent une trace. Ils servent de leçon muette, un rappel que déroger aux attentes entraîne une sanction sociale. Cette dynamique ne vise pas uniquement la personne moquée. Elle englobe tous ceux qui observent, leur enseignant où se situe la marge entre l'ordinaire et l'inacceptable. Sans recours à la violence, ce rire porte une force redoutable, un poids communautaire qui nous pousse à nous conformer. Pourtant, cette épreuve sociale n'est pas sans ironie. Elle nous offre un sentiment de réconfort, une illusion de supériorité en nous plaçant du bon côté. Rire de l'autre, c'est s'assurer une place dans la majorité, un abri contre l'exclusion. Mais cette sécurité est précaire, car elle repose sur la peur de basculer de l'autre côté, comme Gwynplaine. Cette tension nous prépare à une réflexion plus profonde, où le ridicule cesse d'être une simple sanction pour devenir une porte vers l'absurde. L'histoire de cet homme mutilé ouvre la voie à une interrogation. Et si ce que nous fuyons, le regard, le rire, la différence,
recelait une vérité plus grande? Cette question, semée dans l'ombre de Hugo, trouve une réponse inattendue chez Dostoïevski, où l'absurde redéfinit notre rapport au monde. Ainsi, le rire, loin d'être une simple réaction, devient une épreuve qui nous invite à regarder au-delà des apparences. L'histoire de Le rêve d'un homme ridicule de Dostoïevski ouvre une fenêtre sur un abîme fascinant. Un homme usé par le cynisme et la solitude erre dans les rues, prêt à mettre fin à ses jours. Sur son chemin, une enfant en larmes le supplie d'aider sa mère mourante, mais il la repousse, convaincu que rien n'a plus de valeur. Rentré chez lui, revolver à la main, son esprit s'attarde sur ce visage implorant. Malgré son désir d'indifférence, une étincelle de tendresse persiste, le hantant jusqu'à ce qu'il sombre dans le sommeil. Dans son rêve, il découvre un monde immaculé où règne l'harmonie et l'amour, sans trace d'orgueil ou de moquerie. Mais sa présence corrompt cet idéal. Les habitants, touchés par son scepticisme, adoptent la jalousie et le sarcasme, mimant notre réalité. Réveillé, transformé, il choisit de porter ce rêve comme une vérité, malgré les rires moqueurs qui l'entourent. Cette narration redéfinit le ridicule d'une manière troublante. Cet homme, qualifié de risible par son entourage, n'est pas brisé par leur sarcasme. Son voyage onirique lui révèle une beauté intérieure, une lueur qu'il décide de défendre, même seul. Cette idée résonne avec la pensée d'Albert Camus, qui place l'absurde au cœur de l'existence. Pour Camus, le seul dilemme philosophique sérieux est le suicide, né de la confrontation entre notre quête de sens et l'indifférence du monde. Pourtant, il propose une réponse, la révolte. Accepter l'absurde sans renoncer à vivre, c'est persévérer avec lucidité et tendresse. L'homme ridicule de Dostoïevski incarne cette révolte. Il n'obtient pas de réponse rationnelle, mais une transformation intérieure le pousse à aimer, malgré l'incompréhension. Le ridicule, dans cette lumière, cesse d'être une faiblesse. Chez Dostoïevski, il flotte comme une énigme, oscillant entre naïveté et grandeur. Est-ce sa foi en un idéal perdu qui le rend risible ou son refus de se plier aux masques sociaux? Cette ambiguïté invite à une reconsidération. Le ridicule devient une inadaptation au monde tel qu'il est, mais aussi une fidélité à quelque chose de plus essentiel. Camus, séparé de Dostoïevski par un siècle, dialogue avec lui à travers cette idée. Face à un univers cruel et insensé, il faut continuer, avec intégrité. L'homme ridicule, en embrassant son isolement, trace un chemin où le rire des autres ne le détourne pas de sa quête. Cette réflexion prépare une autre perspective. En 1812, Napoléon, en retraite de Russie, aurait murmuré « Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas ». Cette phrase, prononcée dans le chaos d'une campagne perdue, capture la fragilité de cette frontière. Nous évoluons sur une arête instable, entre la crainte du jugement et un détachement ironique, entre élévation et chute. L'absurde, loin d'être une fin, devient un miroir où se reflète notre humanité. L'homme ridicule, avec sa révolte silencieuse, nous invite à ne pas trébucher, mais à avancer, porté par cette tension entre deux abîmes. Cette leçon, ancrée dans un rêve, ouvre la voie à une acceptation personnelle où le ridicule pourrait être le premier pas vers un horizon nouveau. Le récit de Le rêve d'un homme ridicule de Dostoïevski résonne encore dans mon esprit, me ramenant à ces cauchemars d'enfance où la nudité publique me terrifiait. Cet homme, après avoir traversé un paradis perdu, émerge transformé. Son réveil ne lui apporte pas de réponse claire, mais une conviction profonde. La beauté qu'il a entrevue, l'amour, la paix, vit en lui depuis toujours. Malgré les rires moqueurs de son entourage, il choisit de la partager, indifférente au jugement. Cette métamorphose m'inspire une réflexion. Et si l'insolite, ce que nous fuyons comme une faiblesse, pouvait devenir une force? Son parcours suggère que le ridicule, loin d'être une condamnation, est une invitation à s'ancrer dans une vérité intérieure, à persévérer malgré l'absurde. Pourtant, dans notre quotidien, nous optons souvent pour une autre armure, l'ironie. Elle nous protège en désamorçant les élans sincères, honneur, passion, espoir, avant que d'autres ne s'en saisissent.
Cette posture, sophistiquée à première vue, nous offre un détachement apparent, une élégance feinte qui nous élève au-dessus des émotions brutes. Mais à force de tout réduire à une moquerie de second degré, nous risquons de nous vider. L'ironie devient un filtre permanent, transformant le monde en un spectacle risible où l'amour arde les causes défendues, où les croyances profondes sont tournées en dérision. C'est une forteresse confortable, mais elle nous isole de notre propre substance. Ce voyage ne fait que débuter. L'insolite, qu'il soit une cage comme pour Gwynplaine ou une révolte comme pour l'homme de Dostoïevski, nous rappelle notre humanité. Nous avançons sur une crête fragile entre élévation et chute, entre la peur du regard et un cynisme protecteur. Napoléon, en 1812, fuyant la Russie, murmura « Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas ». Cette phrase éclaire notre parcours. Il ne s'agit pas de choisir un camp, mais d'éviter la dérive, en célébrant ce qui nous anime. Partagez vos réflexions en commentaire. Inspirons-nous mutuellement. Avec Catinor, continuons à sonder ces mystères, portés par l'espoir que tout ne fait que s'ouvrir.